Et voilà, nous y sommes. Eh bien, nous allons pouvoir démarrer ce nouveau webinaire. Donc, en commençant déjà par vous souhaiter bonsoir à toutes et à tous. Juste dire quelques mots. Déjà commencer par me présenter. Donc, je suis Stéphane Roy, je suis psychologue de formation, psychothérapeute, co-directeur de l'Institut Métis. Donc, une nouvelle fois, nous sommes ravis de vous retrouver ce soir. Et puis, encore une fois, merci de votre présence et puis de votre fidélité, assiduité, voilà, au webinaire que nous proposons. Alors, ce soir, nous sommes ravis aussi de vous retrouver et nous sommes en présence, je vais les présenter bien sûr, les docteurs Adrien Chaboch et le docteur Éric Bardot pour ce nouveau webinaire et donc qui a pour thème le dévoilement du thérapeute comme ressource thérapeutique. Donc, comme les précédents, les précédents webinaires, celui-ci s'inscrit toujours dans cet esprit, dans la philosophie des formations que nous dispensons à l'Institut, toujours dans un esprit d'ouverture, de partage, de complémentarité des pratiques, des savoirs et des expériences. Bien évidemment, pour aller plus loin, vous pouvez toujours retrouver sur notre site internet www.immunitis.com toutes les formations, retrouver toutes les formations voilà, que nous proposons. J'ai également le plaisir de vous rappeler que notre prochain congrès aura lieu du 19 au 21 mars 2026 au Palais des Congrès des Sables d'Olonne et aura pour thème de la transe psychotraumatique à la transe thérapeutique, la puissance du lien. Donc les inscriptions sont bien sûr déjà ouvertes et vous pouvez vous adresser directement à l'Institut ou aller sur le site de l'Institut pour de plus amples informations. Donc, sans plus attendre, maintenant, je vous propose de présenter nos intervenants de ce soir, à commencer donc par le docteur Adrien Chaboch, qui est, je rappelle, Adrien est médecin généraliste, il est psychothérapeute, formé à l'hypnose, d'autres approches, il est spécialiste de l'approche globale en santé et en hypnose médicale. Comme je le disais, il a fondé maintenant il y a quelques années le centre Vitruve dans lequel lui et un certain nombre de ses confrères voilà, s'inscrivent dans une démarche intégrative en santé. Et Adrien aussi est chercheur et auteur et il a notamment écrit plusieurs ouvrages, notamment Fatigue et si on apprend vraiment à se reposer. Et un autre ouvrage aussi, par exemple, sur l'auto-hypnose. Donc, auto-hypnose, faites de votre inconscient un allié. Et voilà, et ce soir, nous accueillons aussi le docteur Éric Bardot. Donc, je rappelle que Éric est psychiatre, pédopsychiatre, psychothérapeute. Il est directeur et formateur de l'Institut et directeur de l'Institut Métis. Eric a conçu et développe ce qu'on appelle la thérapie du lien et des mondes relationnels, qui est une approche innovante dans la prise en charge des troubles de l'attachement et des traumas développementaux, contextualisés ou encore des traumas complexes. Eric est aussi auteur et co-auteur de plusieurs ouvrages, et notamment un des ouvrages qui est De l'HTSMA à la thérapie du lien et des mondes relationnels, naviguer à travers les mondes traumatiques. Donc Adrien et Eric vont intervenir sur le thème d'aujourd'hui pendant environ une heure. Je les accompagnerai pour ça. Et puis évidemment, dans un second temps, comme d'habitude, nous laisserons la place à vos questions que vous allez pouvoir poser sur le chat que je relayerai avec plaisir. Donc, n'hésitez pas, en cours de route, pendant le webinaire, à poser vos questions et on les partagera ensuite voilà, dans une deuxième partie de ce webinaire. Donc, comme d'habitude, le webinaire, il est enregistré, donc il est à voir et il sera à revoir en replay sur la chaîne YouTube de l'Institut. Donc, la thématique pour l'introduire, le dévoilement du thérapeute comme ressource thérapeutique, et finalement, on pourrait se poser la question, et si la clé d'une thérapie résidait parfois dans ce que le thérapeute accepte de révéler de lui-même. Donc, cette thématique, longtemps considérée comme un tabou, le dévoilement thérapeutique connaît, c'est vrai, aujourd'hui, on va dire, une évaluation profonde. Et cette manière de faire et de pratiquer dans le cadre thérapeutique n'est pas toujours aisée.
et qui consiste pour le thérapeute à aller partager de manière intentionnelle certains éléments le concernant, émotions, expériences vécues, réactions de manière authentique, toujours au service du processus thérapeutique. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment transformer, vous voyez, cette manière de faire en un véritable levier de changement. C'est tout l'objet justement de ce webinaire. Donc, entre la transparence radicale et la neutralité bienveillante, peut-être qu'on y reviendra, entre la spontanéité et continuer à être garant d'un cadre protecteur, eh ben, le thérapeute, d'une certaine manière, doit toujours aller évaluer et réévaluer. Donc, on va s'interroger sur finalement ce dévoilement. Comment s'y prendre, à quoi il sert. Pour le faire, nous avons la chance d'avoir à nos côtés deux personnes expérimentées de longue date et qui sont dans une approche où cet aspect du dévoilement fait partie, voire parfois est au cœur de cette pratique. Donc, je leur laisse la parole maintenant et je ne sais pas si, messieurs, vous préférez commencer par démarrer entre vous et peut-être pouvoir dire en quelques mots ce qui vous a motivé à échanger sur ce sujet. Est-ce que démarrer comme ça vous conviendrait? Très bien. Ouais. Alors, Allons-y. eh bien, j'ai lancé la question. Il y en aura d'autres certainement. Merci. Merci. Ben, je te remercie, Adrien, quand nous avons échangé, d'avoir accepté de partager ce webinaire et que nous ayons pu nous mettre d'accord sur ce sujet ô combien important aujourd'hui, me semble-t-il, qui est effectivement cette question du dévoilement du thérapeute comme ressource thérapeutique. Et peut-être que ce qui sera intéressant au cours de ce webinaire, c'est peut-être de pouvoir partager notre vision de ce qu'est le dévoilement dans la relation avec le patient et en quoi ça peut être une ressource thérapeutique. Si tu es OK, je vais te proposer de démarrer, si ça te va. Bien sûr, avec grand Partager plaisir, parce ton que quelque expérience. part, c'est une belle mise en abîme, c'est de se Voilà. dévoiler. Et puis, qu'est-ce que... Comme... Voilà. Je crois que à la question d'introduction, comment on en est venu à ça? Ben, je crois que c'est avant tout, comme souvent évidemment dans notre métier, Oui. une rencontre singulière. La rencontre d'ailleurs se fait quand il y a cette singularité. Et cette singularité, elle nous parle du dévoilement. On dit, quand j'adresse par exemple des patients, je vais leur demander, quand je les dirige vers un confrère, je leur dis, voilà, vous me direz s'il y a eu le lien, le feeling ou pas. Spontanément, j'utilise un mot assez simple. Mais derrière ça, il y a une complexité qui est gigantesque. Et le dévoilement, c'est déjà, on le voit en mise en abîme à nouveau là dans notre dispositif de webinaire, c'est que on a une fenêtre sur l'environnement d'Eric, sur mon environnement. On voit quelque chose de nous. Parce qu'avant tout, en fait, il faut déjà se poser la question, qu'est-ce que le dévoilement? Et il en existe de différents types. C'est peut-être intéressant de mettre quelques repères, parce que on pense au dévoilement par rapport à l'académisme, d'une neutralité de la position du thérapeute qui ne devrait pas dévoiler. Et pourtant, c'est erroné, je pense, dès le départ, puisque dès le départ, il va y avoir un nom, dès le départ, il va y avoir un accueil, une voix. Et on pourrait parler à ce moment-là d'un dévoilement implicite du thérapeute, qui n'est pas celui effectivement explicite dont on va essayer de creuser avec Eric pour en baliser peut-être des repères. Mais il y a déjà ce dévoilement implicite. On invite quelqu'un à venir dans un lieu, dans un endroit. Il va accepter de rentrer dans un endroit. C'est déjà un acte de confiance, de s'installer dans un fauteuil, de regarder ce qu'il y a autour de lui. Au-dessus de toi, Eric, je vois ce tableau qui me fait penser justement à un tableau qui me fait penser au dévoilement, un tableau de Vermeer, on va en reparler. Et c'est déjà une invitation finalement
je crois qu'on oublie parfois de se remettre à la place du patient qui, lui, va rentrer et scruter, et regarder. Qu'est-ce que je vois de toi, Eric? Qu'est-ce que je vois du docteur? Qu'est-ce que je vois du thérapeute? C'est déjà un dévoilement implicite. Oui, je crois que c'est ce que tu viens de dire euh, amène chez moi à cette réflexion suivante, qui a animé, qui a animé toute mon existence professionnelle et d'ailleurs qui m'a amené en direction de l'hypnose. C'est c'est cette idée que le thérapeute, le thérapeute pourrait être dans une neutralité dite bienveillante. Or, les, les- je crois que, enfin, pour moi, très vite, il y a eu une confusion majeure sur cette question de neutralité. D'abord parce que, comme tu l'as bien décrit dans ces exemples, la vie, si on part de l'idée que la vie est relationnelle, ça veut dire que de facto, on est dans des processus d'influence réciproque et que c'est pas parce que les gens que nous appelons patients et qui viennent ont la politesse de plus ou moins, et pour la plupart, de respecter les règles et de faire comme s'ils ne voyaient rien, du médecin ou du thérapeute qui est en face, il n'empêche que c'est une politesse, mais que dans la réalité, si on leur laisse la parole, ils voient beaucoup plus, ils voient, bah oui, beaucoup plus de choses que ça ne laisse paraître. Et c'est très important parce que ça veut dire que dans la relation humaine, on ne peut pas être autrement que dans des processus d'influence réciproque. Et très vite, pour moi, la question, elle a été, ça n'est pas d'aller contrôler les processus d'influence réciproque, ou plutôt, c'est comment prendre appui dessus pour que ces processus d'influence deviennent, comme on l'a dit, une ressource thérapeutique. Hmm. Et, et effectivement, et puis je vais te passer la parole, ça amène justement à la question de la position Hmm. du soignant et du thérapeute. Et à quel moment il s'agit d'être en position d'expert et à quel moment il s'agit de passer sur une relation d'accompagnement et de coopération. Et pour moi, c'est clair que passer dans une relation d'accompagnement et de coopération, ça n'est pas possible si on n'honore pas les processus d'influence réciproque. Donc ça veut dire qu'on accepte de manière inconditionnelle que ce que va mettre en scène la personne et que ce qu'elle va raconter, son histoire et comment elle va exprimer sa plainte, va avoir de facto des effets euh, par rapport à mon expérience professionnelle, mon histoire. Et c'est comment je vais l'utiliser. Et dans cette influence réciproque, moi, deux choses qui vraiment, je pense, qui sont fondamentales dans cette réciprocité. Il y a bien une influence du patient Oui, sur le praticien aussi. Et ça, effectivement, on le néglige tellement, tellement. Combien parmi nous, nous nous sommes confrontés cognitivement, émotionnellement à une forme d'académisme qu'on nous a enseigné de cette neutralité. Et je suis certain que nous avons tous, toutes fait l'expérience à un moment donné de se dire, oh non, je ne dirai pas plus, ou bien de réprimer un sentiment conscient de dire, j'aimerais en dire plus. Alors, eh ben, il y a cette mentalisation intérieure, ce vécu intérieur. Dans mon parcours, alors ça, c'est une expérience personnelle, mais moi, j'ai été très ancré au début par la méthodologie psychanalytique freudienne, où on parlait de cette neutralité. Et puis l'hypnose que j'ai rencontrée, explorée, arpentée, nous fait bousculer cette neutralité. Elle nous le fait bousculer parce que il y a, comme tu l'as très bien dit, cette position de posture qui va être vertigineuse au début, je crois très perturbante. À tout moment d'ailleurs de notre exercice, surtout peut-être au début, quand on va bousculer certaines choses. Est-ce que je suis là, effectivement, comme l'accompagnant dans une dynamique positive, empathique, bienveillante, mais
peu active, si ce n'est par peut-être la mentalisation et la réflexion, d'accord, mais je ne vais pas intervenir. Ou bien dois-je intervenir? Est-ce que je dois dire à ce patient, écoutez, là, je crois vraiment que oui, non, voilà. Et c'est cet engagement finalement aussi qui va apparaître parce que on va être provoqué. Et c'est cette provocation, cette réciprocité de l'influence que le patient va avoir sur le thérapeute. Et donc ça me faisait penser à un concept, je vous rassure, je ne lis pas Foucault tous les soirs sur le bord de ma table de nuit, mais il y avait quelque chose qu'il avait dit qui s'appelait la paressia, qui n'est pas la vérité objective en fait, qui est un dire vrai, un dire, c'est un acte de prise de position. C'est pour ça que quand tu as évoqué cette posture, ça m'a fait penser. C'est un acte volontaire du praticien de se dire, là, je décide de. Et donc, ça répond à quelque chose qu'on a évoqué au tout début, qu'il existe plusieurs dévoilements. Le dévoilement implicite et le dévoilement aussi explicite. C'est celui-ci qui est très important parce que l'implicite, il sera de toute façon là, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, sauf si on était dans une chambre insonorisée. Et encore, ça serait très explicite de beaucoup de choses qu'on ne voudrait pas montrer, donc très parlant. Mais l'explicite, c'est-à-dire l'utilisation réfléchie, conscientisée, présente, et un terme que j'aime beaucoup, juste, c'est-à-dire vraiment la note juste. À quel moment on parvient à cette note juste de ce que l'on va dire dans ce retour d'influence du patient. Et alors justement, c'est intéressant que tu utilises ce terme de note juste parce que très souvent dans mon parcours, euh, la question de cette note juste amène, qui te dit que en fait, ce que tu appelles la note juste est vraiment la Ouais, note juste, quoi. Et, ouais, et le retour est, ouais, ouais, enfin, tu appelles ça la note juste, mais en fait, tu es en train d'influencer l'autre avec ta vision et ta manière de. Et je crois que c'est vraiment, me semble-t-il, important de clarifier cette, ce qu'on entend par note juste. Ce que je veux dire, c'est que la construction de nombre de thérapies et l'évolution qu'a eu d'ailleurs l'hypnose, hein, à partir de Charcot, Burnheim, Braid et leurs suivants, a été quand même, a été quand même et a amené quand même la position de la suggestion qui contrôle et qui dirige. Et donc, une bonne partie du monde de la thérapie s'est créée sur la posture médicale de la posture comment dire, la posture du savoir, mais plus que ça, la posture de la dualité. C'est-à-dire, il y a moi, il y a l'autre, on oublie que dans cette posture-là, sur la posture du savoir, il y a une grille derrière la tête du médecin. Et que à ce moment-là, ce qu'il va aller observer chez le patient a comme objet de remplir la grille pour sortir un diagnostic qui, en retour, va amener l'action. Or, de mon point de vue, la position de thérapeute ne peut pas être celle-là. Et donc, ça veut dire que si on quitte la dualité, on rentre dans ce que j'ai développé et ce que j'ai appelé la triangulation. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être quel nous va être construit. Mais même dans la dualité de manière implicite, il y a un nous qui se construit, même s'il est sur un lien de subordination. Et donc, effectivement, est-ce que le nous, on impose à la personne que le nous, ce soit la grille, ou est-ce qu'on co-construit ensemble, on crée ensemble et une expression, une manière de percevoir les problématiques qui soit partagée. Et à ce moment-là, si c'est le cas, ça veut dire que c'est ce nous qui va diriger la posture juste. Mais pour que ce nous exprime la direction de cette posture juste, ça veut dire que nous soyons en capacité d'accepter d'être influencés par euh, l'expression, le discours, les attitudes de l'autre. D'ailleurs, dans mon expérience, et je vais te repasser la parole, Adrien,
Pourquoi j'ai parlé de monde traumatique? Parce que quand les gens ils viennent avec des histoires fracassées, laisser entendre que le thérapeute en face puisse rester dans une espèce de neutralité est une utopie complète. Parce que comment rester dans une espèce de neutralité quand il y a quand la souffrance, la maltraitance, la violence sont là présentes devant nous? C'est faire preuve d'une position de toute puissance qui, de mon point de vue, a quelque chose qui questionne. Et tu ouvres, justement, c'est vraiment dans cet horizon-là, je crois qu'il faut le regarder pour pouvoir explorer sainement et durement aussi cette question de dévoilement par rapport à la question du trauma et de la destructivité que cela peut être. C'est-à-dire que d'accueillir le trauma dans une position neutre, je crois que c'est traumatique pour le patient. Et pour C'est-à-dire le de thérapeute. et pour le thérapeute, absolument. Mais de supposer que devant des traumas que nous parlent parfois nos patients dans des choses qui sont terrifiantes, on pourrait se dire non, mais je pense que je vais analyser ça à froid, etc. Et on va caler avec le. Je crois que c'est ce qui est le plus le destructeur encore de Rechef, hein. Et on l'a tous. Bon, et on entre dans une période de novembre où il y a des dates malheureusement de célébration de mémoire de certains tragiques attentats en France. Bon, il m'a été donné la lourde tâche d'accompagner certains traumatisés de ces différents attentats. Et on ne peut pas rester neutre, c'est pas possible. Ou alors, ou alors il y a un problème, il faut se questionner. Mais comment aussi, alors, accueillir ça? Et je voudrais juste revenir sur une petite chose que tu as dit par rapport à ce mindset, c'est une expression commune actuellement, de programmation, de façonnement mental dans le paradigme médical de ces cases qu'on remplit. On nous apprend, nous, les docteurs, les doctoresses, à remplir ces petites cases, à les cocher, etc. Et au cours des formations, et ben, on l'a tous éprouvé en formation quand on va dans l'hypnose, ce grand vertige au moment où on dit à l'apprenant, eh bien là, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de case à remplir. Qu'est-ce que tu fais avec ton patient? Là, il y a quelque chose qui doit se produire, qui doit être cette ouverture et cette prise de risque. Il y a une prise de risque, il y a un dévoilement déjà là du praticien qui prend le risque de se ressentir d'un inconfort créatif. Et quand on reçoit un traumatisme, cet inconfort traumatique, on doit moduler quelque chose d'émotionnalité. J'ouvrirai à ça. C'est un des auteurs, moi, que j'apprécie énormément parce qu'il a apporté beaucoup, c'est Carl Rogers, qui nous parle donc des trois piliers de la psychologie humaniste, la bienveillance, bon, l'absence de jugement du patient et la congruence du praticien. Et cette congruence dont on parle, il faut savoir aussi l'appréhender, vivre et s'exposer au traumatisme du patient. Alors oui, mais de quelle manière? Et on a, bon, ce qu'on dit souvent, il faut trouver la juste distance, ne pas être envahi, ne pas être dans la sympathie, ne pas être dans la compassion. Oui, d'accord. Mais je crois que c'est encore un peu plus compliqué ce qu'on est en train de dire. Euh, si vous me permettez, en lien avec les échanges, sauf si Eric, tu veux rebondir là tout de suite, est-ce que juste, je voudrais partager avec vous une question qui me vient en vous écoutant, justement. Euh, Est-ce que vous, en lien avec votre expérience, bien sûr, vous diriez ce qu'on appelle, Adrien, c'est en lien avec ce que tu viens de dire là exactement, transparence, dévoilement, authenticité. Euh, Est-ce qu'on est en train de, quand on dit ça, on est en train de parler de la même chose ou vous, dans votre définition, vous diriez, non, c'est pas tout à fait pareil. On ne peut pas les mettre sur le même plan, les transparence, dévoilement, authenticité. Est-ce qu'on parle de la même chose quand on dit ça? Si je rebondis sur transparence, développement, authenticité par rapport à bienveillance, non-jugement, je me souviens plus, Adrien, quel était le troisième terme que tu utilisais venant de Carl Rogers? Il y a l'accueil inconditionnellement positif, c'est-à-dire le non-jugement, la bienveillance et puis la congruence. Mhm. C'est ça. Euh,
que je partage. En fait, il y a une différence, c'est que ce que tu décris, Stéphane, pour moi, est de l'ordre des effets. Et que, et que quand Rogers parle justement de l'accueil inconditionnel, du non-jugement, de la congruence, une fois qu'on a dit ça, c'est comment on y arrive. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que si on reprend la question des processus d'influence réciproque et qu'on ne peut pas ne pas être en relation, euh, ce qu'ont montré, que ce soit les spécialistes des sciences sociales comme les spécialistes de l'attachement, c'est c'est qu'on ne peut pas être, on ne peut pas être synchronisé. On ne peut pas être en accordage, c'est-à-dire que c'est un mouvement d'aller-retour. Et donc, ce mouvement d'aller-retour signe de facto que dans les processus d'influence réciproque, le plus important, c'est de se réajuster, se resynchroniser, se réaccorder. Et donc, en fait, la question du dévoilement, c'est comment je fais quand je suis touché pour, sur quoi je prends appui pour pouvoir resynchroniser non seulement moi, mais aussi la relation. Et quand je resynchronise la relation et que je resynchronise le patient. Quand je me réaccorde et que je réaccorde la relation, je réaccorde le patient, c'est-à-dire en d'autres termes, ou plutôt c'est la relation qui réaccorde. Et donc, et là, après, on va avoir les effets d'authenticité, euh, de transparence et, et d'accueil inconditionnel et de juste, voilà, de position juste. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est l'expression d'un processus. Si je commence à dire, voilà, je suis dans l'authenticité, moi, il n'y a rien de pire que d'entendre quelqu'un dire, je suis dans l'authenticité. Ça serait la Ah, définition là, je même suis de désolé. l'inauthenticité. Même, ouais. Comment? Ça serait la définition même de l'inauthenticité. Oui, je suis bien d'accord. Et donc, je crois que c'est ça qui est très important, c'est de comprendre que c'est l'expression de ce qui est en train de se dérouler qui va amener, et non pas de le provoquer de l'extérieur. Et c'est là où on rejoint justement, et je vais te passer la parole à Adrien, on rejoint la question du dévoilement. C'est pas le dévoilement pour s'exposer, c'est pas le dévoilement exhibition. Voilà. Ouais. C'est qu'est-ce qui chez moi vient toucher et qui en fait euh, devient, parce que ça me touche, source d'information sur ce qui est en train de se passer. Et c'est ça le juste qui légitime de partager. Parce qu'en fait, c'est l'expression de la relation qui est en train de se dérouler. Et que si la personne n'a pas l'information chez elle, ou une partie de l'information, c'est que l'autre partie, elle est chez nous. Et donc, si je reste dans une position de pseudo-neutralité bienveillante, c'est-à-dire que l'information, je la garde chez moi et je la stocke. Et comme tu disais, Adrien, en plus, quand on est avec des gens qui sont dans des histoires difficiles, inévitablement que dans, dans la dimension de l'humanité, une partie de l'information, si ça vient nous toucher, c'est notre humanité que ça vient toucher, c'est au-delà du thérapeute. Et donc, si cette information, je ne la partage pas d'une manière ou d'une autre, et que je la garde chez moi, ben, c'est comme si je valide à ce moment-là une information qui est dysfonctionnelle. Et pire même, et tu as raison de dire qu'à ce moment-là, c'est aussi traumatisant pour le patient, parce que ça, chez le thérapeute, il stocke une information dysfonctionnelle, qui n'a rien à faire chez lui. C'est ça qu'on développe les traumas vicariants, hein, les traumas. Et de l'autre côté, c'est comme si on attend du patient qui est dans une information ou dans un mode de relation dysfonctionnel, qui réponde comme s'il était dans un mode de relation accordé. Donc ça devient une impossibilité.
Ça devient un ancrage traumatique, puisque à ce moment-là, ce qui justement a du mal à sortir, à s'exprimer du trauma et qui est contenu, bloqué dans le corps et le mental du patient, Oui. nous faisons résonance et miroir à ça, ce qui va amplifier comme une espèce de caisson de résonance. Et je crois pour répondre à ce questionnement qui ont été évoqués, c'est que authentique, oui, on peut être très authentique à un moment donné, mais c'est pas intégral. On Non, va pas tout dire de nous, évidemment. La congruence, c'est pas un striptease. C'est pas un striptease identitaire. On voit, et vous en connaissez, vous en avez vu malheureusement des confrères, des consoeurs, des patients qui nous ont dit, mais attendez, j'ai pas compris, à un moment donné, il m'a raconté sa maison de campagne. On perd là ce lien d'accordage, réaccordage, qui est un processus totalement continu. Et on reviendra d'ailleurs sur le réaccordage, parce que réaccordage sous-entend qu'il y a peut-être des accordages. Et il y a des accordages, mais il est utilisable, ce désaccordage. Un bon dévoilement, c'est une virgule dans le texte avec le patient, mais pas un chapitre, quoi. Hein, et que on doit garder que ce que l'on va dévoiler, ce que l'on peut choisir de dire volontairement aux patients, peut-être même de nous, hein, et parfois les patients viennent nous questionner sur ça, est un choix raisonné, volontaire, mais nécessaire. Hein. C'est quand ça survient dans notre mental, je crois qu'il faut l'écouter, mais le travailler. Il faut pas y surseoir. Je crois que c'est important si ça vient à un moment donné. Il faut s'interroger de se dire pourquoi ça me vient. Déjà parce que peut-être le patient vous pose la question de vous dire ah mais alors au fait c'est quand votre anniversaire? Je raconte n'importe quoi. Et alors, qu'est-ce qu'on a envie de lui répondre? Oui, non, ouais, pourquoi vous voulez me poser la question? Bon, ça, c'est la phrase dite et redite. Ça, c'est un contournement du sujet. On n'est pas dans le dévoilement, là, on est dans je vous renvoie la balle. Bon. Non, qu'est-ce que ça va mobiliser en nous et de quelle manière on peut utiliser? Mais la piste, je crois, très simplement, par exemple, uniquement quelque chose où, dans l'échange avec le patient, nous pose une question et puis ça nous fait réagir. On peut peut-être s'écouter. En s'écoutant, on peut, au moment où ça se fait, remarquer que notre ton de voix va changer sur un sujet. Remarquer que notre fluence, notre façon d'échanger, que peut-être on va changer le sujet. Et peut-être on peut y revenir. On peut peut-être dire à cette patiente, au fait, quand vous m'avez parlé de votre sœur, je prends un exemple, je remarque que ma voix a changé, moi en tant que praticien, et que finalement je vous ai posé une question sur un autre sujet. Je voudrais juste qu'on y revienne et je voudrais vous demander ce que vous en avez ressenti. Voilà. C'est une ouverture. Vous voyez, là, je vous prends un exemple qui est vraiment assez, je dirais, sécure, si c'est inquiétant pour vous encore le dévoilement, c'est d'en revenir déjà à des éléments cliniques, hein, très simples. Et pour ça, je crois que pour avoir cette possibilité au cours d'un échange, d'une consultation, d'un accompagnement, d'être dans cette position d'écoute, je crois que si on suit des guidelines, ça marche pas. Si on s'efforce de vouloir aller que dans une direction, ça va pas marcher. Et il n'y a que dans cette triangulation dont, je dirais, les, les parenthèses de cette triangulation sont, je crois, dans des états de transe. Parce que c'est là où on peut entendre ce qui est en train de se faire de nous-mêmes et de l'autre ensemble. Et ce que vous mettez en avant, c'est que le dévoilement n'est pas là pour répondre aux besoins narcissiques du thérapeute, si j'ai bien entendu. ça. Justement, je vais rebondir sur sur ta réflexion, Stéphane, et sur ce que tu viens de dire, Adrien. Adrien, pour justement, si vous me permettez, euh, vous donner ma perception du dévoilement. La première chose, effectivement, c'est qu'il doit être contextualisé, c'est-à-dire que c'est un instant donné, et donc il doit être contextualisé par rapport à ce qui est en train de se dérouler, et pas comme ça en soi. La deuxième chose, c'est que pour moi, un bon dévoilement, il doit répondre, une fois contextualisé, à trois paramètres. Et je te remercie, Adrien, parce qu'ils me sont venus là, en entendant tout ce que tu déroules. Le premier, c'est que l'expression du dévoilement doit avoir une valeur métaphorique. C'est-à-dire que c'est pas ce qui est dit qui compte, mais ça va avoir les effets. Et cette valeur métaphorique sur les effets,
ils doivent avoir des effets et chez le patient et chez le thérapeute. C'est pour ça qu'on passe sur la deuxième. Les effets chez le patient et le thérapeute, ils ont donc une valeur de recadrage sur la relation. Ils réorientent le processus relationnel. Mais enfin, le troisième effet, c'est qu'ils doivent avoir une valeur d'apprentissage. Mm. C'est-à-dire qu'on apprend une nouvelle information sur la relation chez le patient comme chez le thérapeute. Et c'est ça qui va valider que la... Vous voyez, c'est ça qui va valider le fait que le dévoilement va avoir un des effets pertinents. C'est pas le dévoilement en soi, c'est les effets du dévoilement. Est-ce qu'ils vont avoir un effet métaphorique, c'est-à-dire qu'ils vont... L'histoire qui va l'histoire, un mot, qu'est-ce que ça va activer en retour? Et je rejoins tout à fait Adrien en disant, ça n'est possible que ben, dans ce que nous partageons, Stéphane, en télémère, c'est dans une transe d'observation, c'est-à-dire Mm. où on est pleinement présent à l'autre. Absolument, absolument. Et c'est parce qu'il y a des effets de résonance de cette présence à l'autre qu'à ce moment-là, euh, ce qui va être dit n'est pas dit en direction de l'autre, mais en direction et du patient et du thérapeute. Et c'est autant pour soi que pour le thérapeute. Et c'est là où il va y avoir et la dimension métaphorique. Donc, quels effets ça va donner? Et la dimension recadrage, c'est-à-dire qu'une fois exprimé, ça permet de percevoir, de réorienter la relation, et une dimension d'apprentissage, parce que quelque part, particulièrement quand on travaille avec les mondes traumatiques, euh, le patient a aussi besoin de percevoir que, ben, que certaines choses activent l'humanité sont acceptables ou inacceptables. Et ça aussi, ça a une valeur d'apprentissage. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le thérapeute est plus dans une position de toute puissance où il est capable, un peu comme Hulk ou Superman ou Goldorak, j'en sais quoi. Allez, je suis là et dites et déversez tout ce que vous voulez, je suis prêt à recevoir. Ce qui est une position totalement intenable et que les patients savent parfaitement que c'est une position intenable. Je sais pas, est-ce que Le dévoilement est sous un humanisme. c'est C'est ça? vraiment, ça, c'est vraiment, ça, moi, je crois que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Oui, Ça me touche beaucoup parce que l'effet utile, parce qu'on est quand même dans un cadre où nous avons la responsabilité d'accompagner quelqu'un, donc il y a une utilité à ça, qui n'est pas la performance, attention. Mais l'effet utile, c'est l'écho du patient, c'est pas l'ego du thérapeute. Et cet écho, tu l'as dit, Eric, il y a quelque chose qui va aussi toucher le praticien dans cet état de transe observationnelle dans ton champ sémantique, de transe, effectivement, comme je le nomme aussi simplement. À ce moment-là, on touche à quelque chose que François Roustan nous a apporté, c'est la présence, pas que lui, hein, évidemment, mais la présence thérapeutique, c'est-à-dire cet état de disponibilité. Mais attention, cet état de disponibilité du praticien fait que cet engagement du praticien, cette présence à risque, c'est-à-dire qu'on prend le risque d'être bien là, eh bien, ça va aussi résonner en nous, pas juste cognitivement, dans nos théories, dans notre... Non, ça va toucher aussi à notre vie. C'est ça qui est délicat. C'est que ça va toucher à des choses. Alors, Freud en a parlé, le contre-transfert, on s'identifie, on voit, on doit analyser ce à quoi ça nous renvoie. Oui, d'accord, absolument, mais la réalité, c'est que on va être aussi à le sentir, à le vivre quelque part émotionnellement. Et attention, on n'est toujours pas. On doit évidemment circonscrire là où on évolue dans la compassion. C'est encore différent. C'est quelque chose qui permet cette humanisation, cette incarnation qui ne va pas forcément être explicitée au patient. On ne va pas dire, voilà, alors oui, moi aussi j'ai vécu ça, je vous comprends. Non, mais on s'en saisit en nous. Il y a quelque chose en nous qui peut être saisi. Et il faut donc y avoir travaillé un peu pour soi-même et que l'on va expliciter dans les trois conditions qu'a évoquées Eric, permettant alors cette métaphorisation et même, je dirais même, cette co-construction, ce constructivisme au cœur de la relation avec le patient, de quelque chose que nous allons dire de nous, oui, qui est une métaphore de nous,
qui réagit chez lui, chez nous, et chez nous, ça va nous amener à revisiter certaines choses. Ça, c'est pas évident de se dire ça en s'engageant avec un patient. Et puisque tu as évoqué, quand tu dis c'est pas évident en s'engageant avec un patient, puisque tu as évoqué François Roustan, oui, François Roustan parle de la présence, et c'est très bien. Sauf il y a un problème pour moi. Ce serait de laisser entendre que cette présence, elle est de facto, elle va de soi. Ah oui, bah oui, bien sûr. Oui. Et justement, la question du dévoilement, elle a comme effet, en retour, chez le thérapeute, dans le recadrage et la métaphorisation qu'elle va amener, à justement se réajuster dans cette présence. Cette présence qui est déséquilibrée par ce qui est en train de s'exprimer dans la relation. Et donc, aujourd'hui, je dirais que pour moi, le dévoilement qui répond aux paramètres, hein, donc métaphorisation, recadrage, tu peux. C'est c'est quelque chose qui me semble indispensable du côté du thérapeute, comme outil et comme ressource thérapeutique, parce qu'elle permet, à partir du moment où elle est juste, comme tu as dit, et ajustée, elle permet au thérapeute, à la thérapeute de retrouver sa position d'équilibre et de pleine présence, c'est-à-dire de présence. Alors que tant que les parasites sont là et que je suis en train de tenir dans les parasites, c'est impossible en même temps d'être dans une présence d'accueil inconditionnel. Je ne sais pas si tu peux remonter. Et j'abonderais tout à fait dans ce sens parce que quand on parle congruence, Mm. présence, dévoilement, il y aurait comme quelque chose qui dirait que, comme tu l'as dit, ça se ferait un peu genre juste parce on l'a en tête et que du coup, voilà, non. C'est un processus actif, volontariste, qui demande un effort. J'ai pas dit qu'il était coûteux énergétiquement au cours d'une journée de consultation, mais il est en tout cas demandeur. Et puis attention, c'est que la note juste, si vous écoutez un petit peu du jazz par exemple, bah parfois on vise pas la note juste, mais ça fait une belle musique. Et je voudrais qu'on revienne sur ce que tu as évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire accordage, désaccordage, présence, congruence, mais la présence, c'est pas forcément ça, c'est tout le temps bien, parfait. On n'est pas tout le temps accordé. Il y a ces parasites qui nous empêchent effectivement d'être présents, que le thérapeute doit, c'est pour ça que nous sommes des professionnels, se former, continuer de se former et avancer et continuer de faire une formation continue. Je suis désolé, mais ça, on ne peut pas ne pas faire passer le message, ça c'est clair. Mais il y a aussi cette espèce d'idée reçue que en hypnose, on s'accorde et quand on a l'accordage, c'est bien. Et alors on continue à s'accorder comme si on était accordé tout le temps. Eh bien non, c'est ce mouvement que Eric a évoqué. C'est ce mouvement d'accordage, réaccordage, recentrage, qui donc sous-entend de facto que la présence va être variable Bien sûr. et que cette action volontaire de se dire je me mets en état de présence, qui est déjà, on pourrait passer des colloques entiers sur ce simple fait, mais c'est aussi de se dire qu'au cours de la journée, au cours même de la consultation, notre présence va varier, que la présence du patient va varier, que notre présence va varier, jusque même, il y a l'aspect psycho-émotionnel, mais même d'un point de vue neurocognitif, il va y avoir des variations de conscience, des variations de présence neuronale qui sont issues justement de ce mouvement qui autorise à ce qu'il se passe quelque chose. Il y a des fois où on se déconnecte, on n'est plus là, on est comme si on était distrait, comme si on pensait à autre chose. Et en transe observationnelle, on peut se questionner, tiens, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ça fait quelques minutes que j'entends mon patient d'une autre oreille. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment je vais revenir vers lui maintenant? D'ailleurs, pourquoi est-ce que je reviens vers lui là maintenant, au moment où je suis en train de le penser? Oui, c'est une méta-pensée, ça c'est vrai, mais la transe observationnelle vraiment nous aide à ça. Et alors, comment est-ce qu'on revient vers le patient? Comment on se relie? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce que ça a libéré aussi à un moment donné?
Comme si aussi il fallait se défaire de cette idée que on devait être en train de scruter notre patient à la loupe en permanence. Non, je crois qu'en fait, le thérapeute peut varier sa présence. Et juste pour te retransmettre la parole, tu as évoqué tout à l'heure les grandes écoles historiques de l'hypnose, Charcot, Salpêtrière, Nancy, Bernheim. Il y a forcément cette gravure auquel on pense tout de Bernheim. Dans ce salon, là, on n'est pas en consultation. Il y a des gens, des patients, et Bernheim, debout. Et il va, et il vient, enfin, c'est ce qu'on suppose, parce que c'est une photo, on n'a pas de vidéo. Et il y a ce mouvement, en fait. Et je crois que c'est une métaphore, encore une fois, qui nous rappelle que le praticien, même si nous passons beaucoup de notre temps vissé sur un siège, doit être en mouvement. Oui, et en même temps, parce que tu citais Bernheim, le jour où il quitte l'université pour s'installer dans son cabinet, ça se passe plus de la même manière avec les patients. Et oui, Et donc, il revient à ce moment-là à sa position de professeur d'université. Et ce qu'on oublie toujours quand il développe la suggestion, c'est que ce type de suggestion ne marche que s'il est accompagné de la persuasion. oui, Gestion, persuasion, c'est une autre forme de transe dans, dans j'utilise mon autorité pour te convaincre de. Mais n'importe qui ne peut pas faire de la suggestion persuasion. Ce que je voulais dire, c'est dans le processus tel que, tel que je l'ai développé en télémère, justement, le mouvement est un petit peu différent. C'est-à-dire que je ne me pose pas la question, j'accueille, j'accueille les effets qui viennent de dissonance et j'observe ce qui émerge chez moi et quelle forme prend chez moi les effets de dissonance. Et que c'est ces effets de dissonance la forme que prend les effets de dissonance, que je vais mettre à l'extérieur et partager avec le patient. Alors, c'est proche du processus d'externalisation, comme il était utilisé aussi dans les thérapies narratives, mais à cette différence près qu'en télémère, ça va partir. euh, Ça ne veut pas être que des images, on peut externaliser des sensations, un vécu, il y a tout le panel possible. Et c'est important parce qu'en fait, si je reviens sur cette question du dévoilement, je pourrais revenir sans vouloir faire trop posture de savoir, au fait qu'on oublie tout le temps que quand Freud a développé le concept de transfert, il est quand même allé le chercher. C'est un ethnologue qui s'appelle Fraser et qui a écrit Le Rameau d'or. Or, pas ethnologue, anthropologue, excusez-moi, et il avait observé les quatre types de transferts dans la culture traditionnelle. Le transfert sur la personne du guérisseur, le transfert sur l'objet, le transfert sur l'animal et le transfert sur les esprits. Sauf que s'il avait observé ça, il y a quelque chose qui manque dans son œuvre qu'il n'avait pas perçu, c'est que quand le transfert a lieu, les effets en retour vont être des effets d'internalisation qui modifient le vécu de la personne. Et donc, ça n'est pas qu'un simple transfert, c'est-à-dire qu'inévitablement en retour, le transfert n'est opérant. Donc, c'est ça le processus de mettre à l'extérieur. Si je le dis, c'est de mettre le mal, la souffrance, de projeter à l'extérieur de soi sur un support. Mais en retour, c'est parce que ça nécessite que cette projection, elle amène en retour, en termes de vécu, un changement au niveau du vécu. Sinon, ça ne sert à rien. C'est- et quand on parle du dévoilement, ben oui, c'est-à-dire que c'est dès lors que ben, le patient, il va utiliser le thérapeute, donc position de guérison, comme surface de projection. Or, ça ne peut pas être une surface de projection neutre. Et donc, s'il n'y a pas de mise à l'extérieur les effets de cette projection, ben, ça veut dire qu'à ce moment-là, les thérapeutes, ils restent avec du brut en eux. Mais c'est pas possible, ça. Et c'est pas que dans le. Et il faut pas croire que c'est que sur le plan psychologique. Si on observe les soignants dans un service d'urgence,
et on le sait bien dans le trauma chez les soignants, hein, avec le trauma vicariant et le burn-out, c'est que de servir de surface de projection, c'est pas parce que je m'occupe techniquement de l'autre que je n'ai pas impacté les effets de projection. Et s'il n'y a pas la possibilité de prendre appui pour transformer ces effets de projection en quelque chose d'utile pour la thérapie, ben, si je stocke sans déstockage, ben, je continue à stocker. J'ai l'habitude de dire, ce genre de stockage, on peut faire une analogie avec la radioactivité. On ne la voit pas, mais ça a effet cumulatif. Et c'est effectivement euh, quelque chose qui m'avait euh, intéressé quand j'avais étudié les cassettes d'Erickson, c'est que je me rendais compte qu'il était tout le temps en observation indirecte et que quand il faisait une suggestion, je me suis rendu compte qu'il ne cherchait pas à ce que le patient y réponde à la suggestion. Il observait la manière dont le patient répond à la suggestion. Et que si le patient ne répondait pas à la suggestion, il changeait de suggestion et réajustait à la réponse du patient. Et je crois que ça, c'est ça les processus d'influence réciproque et où le dévoilement a sa pertinence. Je sais pas, je te laisse la parole. Et justement, je crois que c'est une sécurité très importante, aussi libératrice dans notre pratique par rapport à quelque chose qui, moi, me bassine, je trouve, sociologiquement actuellement et de ce fait dans l'empreinte de nos métiers, c'est la performance, quoi. Oui, C'est-à-dire que je fais faire une induction d'hypnose après un bon accordage, et puis alors je vais faire la catalepsie de la main, et il faut qu'il y ait la catalepsie de la main, sinon je n'ai pas réussi mon truc. Parce que la catalepsie de la main, on va le raisonner, on va dire, voilà, si la main monte, alors ça va créer... Mais attendez, en fait, c'est parce qu'on... Ce qu'on cherche, c'est à provoquer cette réaction et voir ce qui se passe, comme tu l'as très bien explicité avec Erickson, Eric, et de s'adapter, de revenir à nous. Et souvent, ce retour à nous, quand on a ce sentiment de vouloir forcer quelque chose, alors eh ben, la réponse tombe très juste. On se dit, je n'y arrive pas. Eh ben, tant mieux, je serais tenté de dire, je vais peut-être un peu mettre les pieds dans le plat. Eh ben, tant mieux qu'on n'y arrive pas, parce que si on essaye d'y arriver, c'est vraiment qu'on n'est pas sur le bon chemin avec le patient. Bien évidemment que nous sommes animés d'une intention d'accompagnement avec visée d'aider le patient, bien évidemment. Mais la réussite pour la réussite, c'est se perdre. Et au contraire, on provoque quelque chose. On le provoque avec bienveillance. On observe et ça nous permet d'être ici et là, dans ce présent, là, juste là, là. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez bougé votre main? Vous n'avez pas bougé votre main. Je pensais que vous allez bouger votre main, vous n'avez pas bougé votre main. Si vous n'avez pas bougé votre main, alors moi, ça me fait faire que. Voilà. Et cette présence constructiviste ancre vraiment profondément être là quand on traite des traumas. C'est le être là qui va permettre d'être une base sécure pour pouvoir après commencer un petit peu à avancer à partir de cette base. Et rappelez-vous alors, moi je trouve que c'est vraiment vous savez ce tableau de Vermeer, je vous en ai parlé tout à l'heure, l'art de la peinture. Peu importe, vous le taperez sur Internet, je suis pas non plus un grand connaisseur de l'art, mais ce tableau il m'a marqué parce que Vermeer, ce peintre, peint un tableau où il y a une femme au fond avec un décor, et puis il se peindre la scène. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est très intéressant comme effet vraiment d'approfondissement. Et ce que je trouve beau, c'est qu'il se peint de dos. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette pudeur. L'artiste peintre est là, mais il ne se montre pas de face. Il y a cette pudeur, cette réserve qui est assez propre aussi à notre rôle et à notre déontologie, à notre présence. Mais il s'incarne là, dans cette présence. Ça construit quelque chose et ça permet alors, dans cette corporalisation, de pouvoir se saisir de ce moment clinique. Dans ce moment clinique, alors, il se passe quelque chose de nouveau, des nouveaux. On ne sait plus exactement où est-ce qu'on peut se situer lorsqu'on a ce sentiment d'être, je vais pas dire perdu, mais il y a comme quelque chose qui va commencer à s'improviser. Et dans le mécanisme de l'hypnose tel qu'on le connaît, qu'est-ce que c'est? Capter l'attention du patient, la concentrer et la diriger vers quelque chose. Dans les quatre types de transferts qu'a évoqué Eric, il y avait soit sur la personne, alors ça c'est
la technique qu'on peut, on va dire, l'image d'Épinal, fixez-moi dans les yeux. Bon. Ou bien un objet, la lueur de James Braid avec la petite bougie, hein, ou le pendule, ou bien un objet à un autre, ou bien un animal, ou bien voilà. Ben, capter cette attention, être là, puis diriger cette attention vers quelque chose qui se passe. Ça peut être un objet, ça peut être un mouvement, une parole, un mot, quelque chose qui va jaillir dans l'échange singulier avec le patient. À partir de là, on tient peut-être quelque chose qui va nous faire avancer. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, Adrien. Je rajouterai quelque chose. Aujourd'hui, dont je suis, dans un premier temps, en tout cas, tout à fait convaincu, parce que c'est comme ça que va se construire l'être ensemble, c'est que la captation de l'attention, ça nécessite qu'elle soit partagée. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les neurosciences sociales, avec les techniques qu'on appelle d'hyperscanning, montrent que les synchronisations corporelles et cérébrales sont hyper essentielles quand le couple, quand je dis le couple, c'est patient-thérapeute, mais ça peut être une famille, ça peut être plusieurs personnes, sont dans un espace-temps, en relation partagée. Et donc, ça n'est pas qu'un phénomène de dualité, c'est un phénomène d'être ensemble. Et, euh, et c'est très important parce que euh, la même technique d'hypnose, utilisée de la manière suivante. Par exemple, je dis, bah, Adrien, tu vas faire ce que je te dis et tu obéis à mes consignes, mais je ne suis pas dans le même espace-temps que toi parce que je suis la position d'expert et toi, tu es l'exécutant. Va donner des effets radicalement différents que si cette technique est utilisée dans l'être ensemble, dans le même espace-temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel parce que pour moi, la puissance de l'hypnose, c'est vraiment de réajuster non seulement la personne avec elle-même, mais aussi la personne dans l'être ensemble. Et l'être ensemble, qui va mettre en scène ça dans la rencontre? C'est la rencontre avec le thérapeute. Ce que vous évoquiez tout à l'heure veut dire que, donc, ce qui veut dire que, pardon, le dévoilement euh, doit avoir dans cette perspective-là, des effets sur l'un et sur l'autre, C'est aussi bien sur ça. le patient que sur le thérapeute. Mm. Mais en fait, pour moi, le dévoilement, c'est de d'oser dire ce qui est justement interdit de dire, Mm. et qui est frappé du sceau du secret de la souffrance. Et ça va effectivement avoir un impact sur vous. Eh oui, oui, oui. Oui, Mais aussi, je vous rassure, ça va aller, ça va bien se passer. Vous pouvez vous rassurer, ça va avoir un impact positif. Il y a quelque chose, bien sûr. justement, contrairement, comme on l'a bien souligné avec Eric, la rétention silencieuse qui creuse, hein, qui éteint, qui traumatise, qui C'est ça. traumatise. C'est ça. Alors que là, au contraire, la circulation, cet accordage, désaccordage, réaccordage, réajustement, va aussi vous amener en tant que thérapeute, mais ce n'est pas la finalité, mais c'est un moyen. C'est ça qui fait la différence. C'est que pour le patient, pour lui, c'est une finalité. On vise à l'accompagner pour qu'il aille mieux. Et nous sommes un moyen. Mais au travers de ce moyen aussi, nous allons faire quelque chose pour nous. Et comme un artiste peintre qui peint une peinture, il apprend. C'est pas juste apprendre cognitivement, voilà, j'ai analysé mon cas clinique, l'anamnèse, j'ai compris, j'ai analysé. Non, non, c'est pas ça. C'est vraiment quelque chose d'humaniste profondément. C'est quelque chose qui va augmenter, vraiment, ça, je vous signe un contrat, si vous voulez, qui va augmenter votre lecture clinique, qui va augmenter votre possibilité de présence, c'est pas tous les jours facile, qui va augmenter votre justesse. Hein, il y a quelque chose, moi j'ai beaucoup travaillé dans un cabinet où en face de moi, en tant que praticien, il y avait un dessin de Cocteau. Je en avais parlé, Eric. Et Cocteau, alors on est fan, on n'est pas fan, peu importe, mais ce que je trouvais admirable dans le Cocteau, c'est vraiment la finesse du trait. Juste le trait épuré. Eh bien, il y a quelque chose comme ça qui se fait. Euh, et, et je dirais, je suis en train de parler d'art et de choses un petit peu mais c'est aussi très neurophysiologique. On peut en revenir aussi
à des bases très primitives de l'être humain. Parce que ce qu'il y a d'intéressant dans cette résonance quand on l'est avec le patient, c'est que quand on étudie à l'IRM fonctionnel ou quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans le cerveau, eh bien, ça touche, ça active les zones qui sont celles dont on connaît de l'hypnose, même si on ne connaît pas grand-chose encore du fonctionnement de l'hypnose, mais ça touche les mêmes zones d'activation, précuneus, cortex singulaire antérieur, insula et les neurones miroirs qu'on suppose. C'est-à-dire que au-delà même du processus, de la méthode de la technique de l'hypnose, il y a quelque chose de profondément ancré dans notre biologie et profondément simple. Le simple fait de se caler sur une respiration, sur un tonus avec son patient, c'est pas que du mirroring, c'est vraiment d'interagir. Si je ralentis, comment réagit-il? Si lui me parle de cette manière, comment moi je réagis? Voilà, c'est des choses simples aussi que vous pouvez observer demain à votre consultation. À condition, je vais rebondir sur ce que tu dis, Adrien, à condition d'entrer dans, par exemple, si je prends l'exemple de la respiration que tu as très bien décrit, c'est d'entrer dans l'acceptation que la synchronisation de la respiration est ce qui va advenir au fur et à mesure que la rencontre se déroule et que c'est pas quelque chose de provoqué de l'extérieur. Et c'est ma respiration s'ajuste à celle de l'autre comme celle de l'autre s'ajuste à ma respiration. Mm. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que quand les respirations se synchronisent et deviennent fluides, c'est un des signes qu'on est bien dans l'être ensemble. Et je crois que c'est et je crois que c'est important, comment dirais-je moi, comme tu l'as dit, on peut revenir sur la neurophysiologie, mais ce que j'aimerais plus dire, c'est que c'est justement plutôt la dimension, et ce qu'on a un peu oublié, c'est que c'est plutôt la dimension créatrice de l'expression de cet être ensemble qui va avoir des effets thérapeutiques, qui va devenir une ressource thérapeutique dans ses effets. Et par exemple, tu vois, j'anime avec un chef de chœur et une danseuse l'atelier corps et voix, et où d'ailleurs je vois qu'il y a des recherches qui sont faites là-dessus, d'ailleurs sur la danse et sur l'expression vocale. Parce qu'effectivement, c'est à la fois l'acte créatif, c'est à la fois l'être ensemble, et c'est à la fois la resynchronisation de ce que j'appelle au niveau neurophysiologique la matrice relationnelle corporelle, et qui est dynamique, et qui ne peut pas se faire dans la représentation, dans la cognition et dans le contrôle extérieur. Et donc, c'est la question, oui, de l'acceptation que le thérapeute ou la thérapeute, à travers la pratique de l'hypnose, et des phénomènes hypnotiques, parce qu'en fait, pour moi, toute thérapie, je dirais juste, est un grand processus hypnotique verbal. C'est justement l'internalisation des effets de cette rencontre qui fait que ça ne peut plus être autrement après. Et pour enfoncer le coup, pas parce qu'il faut respirer lentement. C'est parce le patient a provoqué quelque chose en nous, à différentes strates, que nous allons réagir à cette provocation en se disant, tiens, peut-être on va respirer lentement, mais ce n'est pas le but de respirer lentement. Ça peut être de bouger, ça peut être de respirer plus vite, ça peut être comme tu as taquiné justement nos défenses en disant, bah, c'est la parole qu'on va dévoiler, c'est de dire ce qui était interdit. C'est de se défaire de ces représentations d'exigences de réussite C'est pour ça. laisser émerger quelque chose de nouveau, de créatif, qui s'affranchit de c'est bien, c'est pas bien, c'est comme ça, c'est pas comme ça, c'est mieux, c'est la technique, c'est la bonne théorie, c'est la bonne... Non. Et justement, tu vois, quand tu dis ça dans ce que j'ai développé sur la télémère, par rapport à ça, la thérapie numériquement relationnelle, c'est de partir de l'idée suivante. C'est parce qu'il y a quand même quelque chose de fondamental pour les. J'espère que c'est enseigné en hypnose. euh, c'est on ne force pas un processus naturel,
et que si on force un processus naturel, ça fait obstacle au déploiement du processus naturel. Erickson le disait dans ses enregistrements très simplement, à chaque fois que vous forcez et que vous voulez obtenir quelque chose, c'est l'échec. Voilà. Donc, ça veut dire que si on tire la conséquence, notre boulot, c'est pas de forcer les processus naturels, c'est de lever les obstacles au déploiement naturel du processus naturel, si je peux Oui. faire Et une redondance. c'est ce que l'on voit vraiment, ce qui sublime ce que tu viens de dire, c'est ce qui paraît magique dans l'hypnose, comme par exemple, je vous prends un exemple très concret, très restreint, le sevrage tabagique. Ouais. Le patient, il arrive, on fait une séance, il repart, il revient. Moi, je me disais, bon, moi, j'ai raté mon truc parce que vraiment, c'était pas terrible. Puis le patient me dit, ah, c'est fantastique, j'ai arrêté, je veux plus voir de cigarettes, ça va très très bien, merci beaucoup. On se dit, est-ce que c'est magique? Est-ce qu'on a été bon? Est-ce qu'on a été... Non, non, en fait, il y a eu quelque chose que l'on a désempêché. Et ce désempêchement fait que le patient, lui, considère le problème tout autrement et lui-même résout le problème en disant, mais attends, mais en fait, fumer, mais quelle histoire! À quel moment on raconte ça dans ma vie? Ben, je raconte plus ça dans ma vie. Il y a un changement qui prend place. Je vous prends l'exemple de la cigarette parce que c'est vraiment quelque chose qui va matérialiser cette concrétisation d'un changement où on retire, on empêche, enfin le patient est empêché et on retire ce qui l'empêchait lui-même d'agir. Alors, est-ce que le patient est empêché ou est-ce qu'il découvre qu'il peut ouvrir, je ne sais pas, son champ relationnel d'une manière telle qu'il n'a plus besoin de la cigarette? Eh bien, c'est une invitation au changement qui parfois peut faire peur. Et donc parfois le patient peut mettre du temps à parcourir ce petit chemin de se réouvrir à ça. Et là encore une fois, il nous faut le respecter. Je crois que c'est important parce que le patient peut avoir besoin de beaucoup de temps parfois. Certainement. Et le respect et le rythme est quelque chose de tout à fait fondamental. Éric, Adrien, Oui, on vous laisserait bien continuer à échanger sans aucun problème, mais il y a une petite distorsion du temps, puisque ça fait un peu plus d'une heure que vous échangez, en fait, déjà. Il oui. est 19h40. Alors, sauf si bien sûr, là, à cet instant précis, vous souhaitez encore ajouter quelques petites choses, mais il va y en avoir, hein, puisqu'il nous reste un petit peu de temps quand même. Peut-être qu'on peut laisser maintenant un peu de temps, un peu de place pour quelques questions qui ont été posées. Oui, Moi aussi, j'en ai quelques-unes. Alors, d'accord. je vais limiter, bien sûr, pas trop, mais est-ce que ça vous va si Oui, oui, on très passe bien. à cette étape-là? Et puis ça va être dans la continuité, ça va permettre de continuer d'enrichir évidemment l'intérêt de vos échanges. Euh, alors, il y a quelqu'un qui a fait c'est plus une remarque, je vais commencer par ça, et puis je poserai une question après, mais il disait, mais finalement, dans ce que vous avez pu échanger, la personne nous dit, ça me fait beaucoup penser, en fait, dans cette posture, à ce qui a été développé dans la seconde cybernétique, en fait, où on implique, où le thérapeute est lui-même impliqué, et en référence notamment au tableau que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire de s'observer soi-même. Donc, vous voyez, ça fait faire des liens et il y a une autre personne qui est art thérapeute aussi qui a pu faire de retours. Donc, ce que vous évoquez, je veux dire, diffuse très largement dans des pratiques diverses et variées. Il y a un point sur lequel bah, peut-être qu'il y a une réponse, peut-être qu'il n'y en a pas, parce que parfois c'est difficile comme ça d'avoir des réponses toutes faites et formelles et définitives. Mais il a été évoqué, je crois que c'est toi, Adrien, tout à l'heure, où tu as évoqué, où il y avait un petit jeu de mots entre écho et ego. À la fois, on parlait de l'écho du côté patient, l'ego du côté thérapeute. Et une des participantes nous dit, bah oui, là, le dévoilement, je le sens bien, et c'est quelque chose, voilà, qui anime et qui m'anime dans ma pratique depuis longtemps. Euh, mais je perçois bien qu'il est difficile parfois de faire le distinguo. Est-ce qu'on est dans une case ou dans une autre sans s'en rendre compte? Alors, je ne sais pas si
il y a des repères comme ça, des aides, des critères qui pourraient aider les personnes qui vous écoutent à cet instant, disant ah bah à quel moment en fait on est plus dans la réceptivité de ce qui se passe à travers son propre dévoilement et les effets attendus à la fois chez le patient s'il y en a et sur soi-même et les moments où on est plutôt dans l'ego et on est en train de se raconter quoi en fait. Mm. Vous voyez, peut-être qu'il y a des petites subtilités qui sont, je ne sais pas. Ouais. Oui, je voulais, alors, en deux réponses, et puis ça va faire le lien avec ce qu'a évoqué Eric tout à l'heure, qu'il a posé quatre repères qui étaient très importants. Juste sur la seconde cybernétique, c'est, Eric l'a aussi souligné, c'est pas une position métacognitive d'observation de moi en tant que pratique. Ça, oui, on peut, effectivement, ça c'est intéressant, c'est très intéressant de l'explorer. Mais ce dont on évoquait le fait, c'est vraiment cette spontanéité, cette authenticité de présence qui va être réactive. Et ça nous demande un petit peu une sorte de, même si j'aime pas ce terme-là, de lâcher prise. C'est-à-dire, on va pas le mettre en cognition, peut-être pas tout de suite. On va peut-être attendre. On fera peut-être après si on veut s'en rassurer. Mais on va laisser venir. Et se laisser venir est subtilement différemment de la seconde cybernétique. Et dans Vermeer, c'est la limite justement de ma métaphore. C'est-à-dire que là, on prend beaucoup de temps à peindre le tableau, du peintre qui peint le tableau, qui peint, etc. Non, non, en fait, là, on va faire. Ça, c'est pour la petite nuance. Et dans quelques repères, moi, qui me sembleraient importants par rapport à ce dévoilement, c'est on fait pas. Si on est un peu pratico-pratique, je crois que déjà, c'est la finalité, déjà. C'est-à-dire que si c'est pour se soulager soi, c'est qu'on est dans l'erreur. Je veux dire, enfin, il n'y a pas d'autre mot, hein, très clairement. Le patient nous parle d'un deuil, nous on parle de notre deuil, là on est dans l'erreur. Là, il y a raconter sa vie, on peut évoquer métaphoriquement, comme l'a bien dit Eric, quelque chose. En revanche, on va dire, voilà, si j'avais une maison quelque part, ça me ferait penser que. En revanche, de dire ma maison en Normandie où il y a un chalet et où ma femme et mon fils a pris un emprunt sur le truc, waouh, là, il y a un red flags qui doit s'allumer. Aussi des opinions clivantes. Ça aussi, c'est un. N'oublions pas, comme l'a bien rappelé Eric, ce sont des métaphores. Donc quelqu'un qui va provoquer une réaction sociale, politique, d'un avis religieux, d'un avis... Mais on n'est pas là pour y répondre humainement, nous, mais ce que nous représentons par rapport à ce que le patient projette et nous provoque. Donc on va pas dire, moi je suis d'accord avec ça et contre ça. Là, on dérive un petit peu. Et je crois que le, le- cette image que pour y être, c'est vraiment une virgule, c'est pas un paragraphe. Donc ça doit être, c'est assez circonscrit en fait cette action de dévoilement. Ouais. Dans l'explicite, hein, dans l'implicite, dans ce qu'on ressent, c'est plus vaste. Mais dans l'explicite, c'est quelque chose d'un petit peu plus précis. Puis bah, je te laisse rebondir Eric, sur ces quatre éléments ou d'autres que tu avais identifiés tout à l'heure. Oui, je crois que c'est très juste. Euh, Si je fais référence à la deuxième cybernétique, effectivement, on est au-delà, on est sur ce que j'ai tendance à appeler la troisième cybernétique, c'est-à-dire que c'est le processus, c'est l'observation qu'oriente les processus attentionnels. Sauf qu'on croit que c'est neutre. Donc, c'est pas l'observateur et l'observer. Oui, c'est déjà un progrès. Mais on se rend compte qu'en fait, euh, l'observation j'allais dire, l'observation est constitutif de l'humain et je vais même aller plus loin, constitutif du vivant. Donc, l'observation est première. C'est dans la manière de diriger et d'orienter les processus attentionnels que va se faire ou non la rencontre et les divers manières d'observer, si je peux parler, mais c'est une déclinaison du processus d'observation. Donc effectivement, c'est de rentrer dans le processus d'observation pour accueillir ce qui va être le jeu du semblable et du différent, du familier et de la surprise. Et en fait, ce qui justifie le témoignage, donc le dévoilement, c'est parce que ce qui crée un effet de dissonance chez moi va rentrer dans la répétition. C'est là où on peut faire référence à Palo Alto.
C'est-à-dire que c'est comme si là j'ai une information, mais j'ai beau continuer l'échange, faire quelque chose, l'information elle reste toujours stockée chez moi et elle vient faire obstacle à ma disponibilité. Donc c'est pas dans l'immédiateté, l'immédiateté je vais me raconter. C'est parce que j'observe chez moi que les effets créent des effets de blocage qu'à ce moment-là, au lieu de rester stocké, je sais que cette information dit quelque chose sur ce qui est en train de se passer et c'est à l'extérieur, dans les effets en retour, que ça va prendre sens. Donc, c'est pas de se lâcher comme ça, c'est d'abord d'apprendre dans cette posture d'accueil que là, il y a dans l'échange des choses qui sont en train de me bloquer. Et parfois, ça peut être très, très, très physiologique, hein. Ça me prend la tête au sens premier du terme. Ça crée une confusion phénoménale. Mm. Eh bien, l'expression de cette confusion, d'une manière ou d'une autre, c'est quelle forme je vais lui donner pour permettre de la partager et qu'elle soit entendable. Mais si je continue à me débattre dans la confusion, bah, je vais à ce moment-là rentrer dans des tentatives d'intervention qui n'ont pas comme objet de s'occuper de ce qui est en train de se passer avec le patient, mais qui ont comme objet de m'aider à tenir, comme tu le dis, dans la performance et de Mm. tenir côte à côte dans une posture. Et évidemment, ça déraille. Il y a quelque chose, vraiment, quand tu cibles le fait qu'il y a ce blocage que le Eh oui, praticien va ressentir, je crois que c'est vraiment tellement important. Métaphoriquement, je serais tenté de vous dire, plutôt, vous savez, cette phrase, installez-vous confortablement bien dans le fauteuil, etc. Vous connaissez? J'aurais envie de dire, installez-vous pas bien, installez-vous mal. Et alors, qu'est-ce qui se passe de cette position du corps que vous voulez changer? eh oui. Vous voyez? Je proposerais tout simplement de la manière qui est la plus acceptable là maintenant dans ce que vous êtes pour vous. Parce que c'est ça le point de départ, c'est pas qu'elle soit, la personne elle soit confortable. Surtout comment être confortable si tu arrives alors que tu es envahi de trucs qui te mettent justement où le confortable est justement l'impossible. Il y a, si je me permets, j'ai une question qui me, voilà, là, qui est présente, qui me vient, je voudrais la partager avec vous. Euh, voilà, la question c'est la suivante. Est-ce que votre rapport, je veux dire, tout au long de votre carrière, voilà, qui n'est pas terminée, mais vous avez quand même, voilà, de l'expérience aujourd'hui, est-ce que votre rapport au dévoilement euh, a évolué au cours de votre carrière? C'est-à-dire que le rapport dévoilement au début et aujourd'hui, et c'est la perception est, je veux dire, est différente. Ça a toujours été celle que vous partagez aujourd'hui, c'est-à-dire, voyez, ou si ça a évolué, et ça a évolué, oui, de quelle manière et qu'est-ce qui, je sais pas, vous a aidé ou permis d'évoluer aussi dans ce rapport au dévoilement? C'est questions qui peuvent comme ça venir et peuvent intéresser de ce partage d'expérience et le vôtre. Dans, dans, dans ma pratique, ça a évolué. Mm. J'ai été j'ai fait ma formation de psychiatre et de thérapeute dans un environnement psychanalytique où c'était la toute, le diktat de la neutralité bienveillante. On se rend pas compte, on se rend pas compte encore aujourd'hui, mais à l'époque en pédopsychiatrie, ça amenait même certains psychanalystes à observer l'enfant jouer et à interpréter le jeu de l'enfant Mm. rentrer dans le jeu avec l'enfant. Ça a été mon mémoire de pédopsychiatrie, de faire jeu et thérapie et de montrer que l'importance de l'engagement du thérapeute dans le jeu et que c'est l'expression du jeu, pas de la répétition du jeu, mais de l'expression du jeu et de pouvoir partager justement la dimension créative à l'intérieur du jeu qui activait les processus de guérison. Donc, donc voilà. Donc, il a fallu que je me libère. Et c'est ce qui m'a amené en 91 à entrer à l'Institut Milton Erickson de Paris. Ça a été de me dire, maintenant, ça suffit. Mais je savais à l'époque, dans l'environnement psychanalytique, que je rentrais dans la marginalité. Et de dire, ça suffit maintenant. C'est-à-dire, euh, si je stocke comme thérapeute, de toute façon, ça va sortir d'une manière ou d'une autre.
Et dans le champ de la thérapie, d'une manière ou d'une autre, ça va sortir de manière inappropriée. Parce qu'il faut bien que ça sorte. Et si c'est pas dans le champ de la thérapie, ça va sortir chez moi, ça va sortir dans mon corps. Enfin, de toute façon, ça va sortir quelque part. Et comme comme j'ai l'habitude de dire, bon, notre boulot d'entrer dans la souffrance des gens, ok, mais pas n'importe comment et pas pour être dans la position sacrificielle de subir les effets d'entrer dans la souffrance des gens. Moi, ça, c'est absolument. Au fur et à mesure du temps, je me suis dit, mais ça, c'est une position qui est absolument pas ok. Et qui sert ni le patient, ni le thérapeute, ni la relation thérapeutique. Je te laisse. Et, et puis je dirais que ça, c'est un socle à partir duquel je crois qu'il faut résolument planter notre repère pour partir en exploration. Et je crois, tu as évoqué justement la question de la carrière, des années, c'est-à-dire l'expérience des années. Et quand on pense à l'expérience des années, il y a aussi quelque chose que je voudrais dire positivement, c'est que on fait un métier qui est quand même passionnant, impliquant, et qui peut être parfois fatigant, comme l'a dit Eric. C'est-à-dire quand on contient, on va s'épuiser. Ah, ça. Et à un moment donné, cet épuisement va nous techniciser parce que c'est plus simple, va nous éloigner parce qu'on se protège, va nous radicaliser parce que c'est plus facile en fait. Mais je voudrais être positif sur ça, c'est que dans mon expérience, moi j'ai commencé l'hypnose très jeune à 17 ans, comme Eric je crois, et très rapidement il a fallu que j'exerce parce que j'avais un enfant en bas âge, j'étais interne et on sait bien que dans notre métier, hein, quand on est interne, on gagne pas beaucoup et pour faire vivre mon petit enfant, il fallait que j'arrondisse mes fins de mois. Alors j'ai commencé à trouver un cadre d'exercice et j'ai beaucoup travaillé, beaucoup, 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 avec des consultations très longues, beaucoup de quantité, jamais sans perdre la qualité néanmoins. À un moment donné, on peut être harassé. Et je crois que tout autant au départ comme posture déontologique, celle que Eric a évoquée, et tout autant pour tenir au cours des années d'exercice. Parce que imaginez le nombre de visages, de voix et d'histoires que nous avons rencontrés jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est renversant de faire ce petit calcul, renversant. Mais tenir aussi, c'est une compétence professionnelle réelle. Et pour tenir, ben, il faut se protéger aussi de l'épuisement, c'est une gestion professionnelle. Et je crois sincèrement que le dévoilement, c'est ce qui peut nous aider. Parce que c'est ce qui va nous ramener à la présence. Ne pas rester à quelque chose du passé. C'est quelque chose qui va nous régénérer, qui va nous faire revenir à la vie, entre guillemets, quand parfois les longueurs de consultation peuvent nous devenir un petit peu corrosives, il faut le dire, c'est vrai aussi. Et que je crois justement, ce que je vous disais tout à l'heure, j'essaie de vous faire passer un message, pas avoir peur du dévoilement. Au contraire, c'est ce qui va nous aider à aller à aller loin en étant heureux de notre métier, en se dévoilant encore à nous, encore nouvellement, en trouvant encore en nous cette créativité et on se régénère alors naturellement. Mais naturellement ne veut pas dire que ça, c'est juste en claquant des doigts, c'est une démarche. Et ça, c'est préservant et c'est beau, je trouve. Voilà. Eh bien, si tu me permets, Adrien, je vais le reformuler, car pour moi, ce que tu viens de témoigner, c'est clair que c'est ce qu'Erickson appelait la curiosité, pour le Mm. coup. Et, euh, et, 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 et ça, c'est vraiment très important et ça fait partie de ce qui m'a amené à développer ce que j'ai développé, c'est l'écologie du thérapeute. Et, euh, et oui, ça participe de permettre au thérapeute dans sa carrière de rester Mm. dans le processus de vie. Mm. Et dans ce processus de vie, d'être enrichi par les expériences et les rencontres, les expériences partagées avec les patients. Et pas des expériences pour les expériences, mais de telle sorte que la personne réintègre son espace de vie. Parce que c'est quand même ça le but de la thérapie, du soin. Et qu'à chaque fois, c'est une source d'enrichissement. Mm. Mais ça nécessite de rester dans le processus de vie. Mm.
D'ailleurs, ce qui me vient à l'esprit, c'est que j'ai entendu maintes fois quand Erickson disait ma voix t'accompagnera et pourra devenir d'autres voix. On peut le prendre comme ah ben, il maintient le patient dans la dépendance. Mais c'est pas la dépendance, c'est la permanence du lien, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que dans la voie et qui peut se transformer, c'est de garder l'expérience de vie qui a été partagée dans le processus thérapeutique et qui va venir enrichir et permettre de prendre appui chez la personne dans son espace de vie. Donc, Ouais. oui, processus de vie. Ben, je sais pas si, vous voyez, oui, on approche vraiment, on approche de la fin, il va être 20 heures. Euh, Ce que vous venez d'évoquer, là, juste à l'instant, enfin, je sais pas, se passe du reste, puisque ferait presque office de conclusion, mais je voudrais pas vous frustrer et vous empêcher, peut-être, si vous en avez envie, vous le souhaitez, peut-être dire un dernier mot. euh, euh, sur, moi, je trouve, si vous me permettez, je vais faire un commentaire. Je trouve que je vous en remercie et je pense qu'on peut dire nous vous en remercions d'avoir fait preuve d'une certaine manière de dévoilement en étant tout à fait authentique et partagé de manière très simple et naturelle quelque chose qui est le dévoilement et qui occupe un thérapeute certainement tout au long de sa carrière et qui n'est pas d'une évidence en soi et vous avez pu aller préciser il y a un peu ces modalités, les attendus, les effets, en parlant très tôt des processus d'influence réciproque. Ça nous emmènerait sur plein d'autres voies, plein de pistes très passionnantes. Vous avez évoqué l'hypnose et la pratique de l'hypnose, mais d'une manière riche et fine et très clinique. Donc pour tout ça, merci. J'ai juste envie de vous laisser la parole pour terminer. Si vous avez envie de dire un mot, une phrase, quelque chose de, voilà, une conclusion qui nous permettra de nous séparer en lien pour ce soir. Tout à l'heure, je souriais beaucoup quand Eric racontait justement que par ce processus, ça lui amenait à créer des choses, à théoriser, à fonder des choses. Moi, j'ai fondé des choses aussi, je crois, par cette dynamique. Et donc, là, on est Eric, moi, on vous parle dans ce schéma. Et je voudrais dire aussi que saisissez-vous de tout ça, parce que vous aussi, vous pouvez créer. Vous aussi, vous pouvez construire. Vous aussi, vous pouvez écrire des livres. Vous aussi, vous pouvez ouvrir des voies. Et ça, je dirais, interprofessionnellement, moi, ça me tient à cœur parce que nous contribuons tous ici aujourd'hui. Nous avons le privilège et cette présence à vous, et vous avez été là pour nous, être avec nous et nous écouter. Ça, c'est une posture particulière. Mais je voudrais rappeler aussi cette horizontalité. Et pour enfoncer le bouchon sur ce qui est gardé, trou et arrête le processus, je vous rappellerai que c'est comme ça que la psychanalyse s'est arrêtée quand Freud a voulu garder les connaissances pour lui, ne pas accepter qu'il pourrait y avoir de nouveaux courants, de nouvelles choses, de nouvelles ouvertures, et ça a arrêté le processus. Alors la connaissance, c'est ça, ça se vit, ça s'ouvre, ça se partage, et nous pouvons tous y contribuer. Et c'est en ouvrant des voies et aussi institutionnelles, aussi par la formation, aussi par nouvelles formations, par nouveaux enjeux, comme Eric l'a fait. Et voilà, je voulais rebondir parce que je crois que nous avons chacun cette possibilité de construire, de créer, d'écrire. Et ce que j'entends, Adrien, c'est que tu dis que l'acte créatif est consubstantiel à l'expérience humaine Mhm. et que c'est ce qui fait obstacle chez nous, qui nous empêche de la déployer. Je peux dire ça comme ça? Mhm. Eh bien, merci pour ce beau webinaire. Merci à vous. Merci. Juste avant de se quitter et de se dire bonsoir, je rappelle que Adrien et Eric, évidemment, seront présents à notre congrès. Je le rappelle, qui aura lieu du 19 au 21 mars 2026 au Sable d'Olonne. Et donc, vous aurez l'occasion de pouvoir les écouter et, voir, et discuter aussi avec eux de manière très simple et ouverte et authentique.
Donc, un grand merci à tous de votre présence. On vous souhaite une bonne soirée. On vous donne rendez-vous à notre prochain webinaire et nous ne manquerons pas de vous tenir informés, voilà, par les réseaux notamment. Merci et bonne soirée. Et Adrien, Eric, encore merci. Bonne soirée, Merci à Adrien. vous. Est-ce que tu veux qu'on fasse un petit retour, mais il faut d'abord que ça